Europe. 8h16, Patrick Cohen, votre invité ce matin, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Dans un peu moins de 3/4 d'heure, vous serez dans le bureau du président de la République pour discuter des 3 prochains chantiers de réforme. Assurance chômage, formation, apprentissage. Vous nous direz ce que vous voulez et ce que vous craignez. Mais ça veut dire que la page de la loi travail est tournée ? Non, mais il n'y a aucune page qui est tournée. Ça se passe pas comme ça, la vie. Moi, ce que je dirais d'abord au président de la République, je lui dirais l'ambiance que je ressens aujourd'hui parmi les militants de la CFDT, mais aussi parmi les salariés. C'est-à-dire une ambiance un peu lourde. Parce que un certain nombre de mesures depuis le début de l'été ont été prises et sont toujours tombées du mauvais côté. La baisse des APL, la baisse drastique des contrats aidés, mais aussi un certain nombre de points qui étaient contenus dans les ordonnances. Donc je lui dirais que maintenant on a besoin de politique sociale assumée, vraiment de sécurité pour les salariés, de sécurité pour les chômeurs, et c'est cela qui sera d'abord le début de mon message. On peut dire que ces premiers mois de quinquennat vous laissent, Laurent Berger, de l'amertume, ça vous laisse penser que la CFDT n'a pas été assez entendue ou assez écoutée. C'est pas tant la CFDT qui est importante dans cette affaire c'est vos positions que vous défendez. Que le fait il ne faut pas s'oublier, on a un président de la République qui a été élu face à la candidate du Front National. Et qu'il y avait une attente d'une forme de bienveillance, mais aussi de politique de cohésion sociale. Et aujourd'hui, ça n'a pas été dans ce sens-là. Il y a même eu une pratique parfois dans les paroles des gouvernants qui a choqué des salariés, qui a choqué des citoyens. Donc je crois qu'il faut revenir à un peu plus de social pour aller un peu vite, en tout cas de politique sociale assumée. Et donc oui, ça me laisse un goût, non pas d'amertume, mais en tout cas d'inquiétude. Aujourd'hui, je crois qu'il faut rééquilibrer les choses. C'est parce que la politique menée depuis le début, elle est quand même un peu inquiétante. La question vaut aussi pour le sort des fonctionnaires. Vous étiez dans la rue mardi, vous attendez toujours une réponse du gouvernement ? Oui, il y a un rendez-vous salarial, comme on dit, le 16, c'est-à-dire la semaine prochaine. Moi, j'attends que le gouvernement, d'abord l'État, assume ses responsabilités. Il y a un protocole sur les carrières et les rémunérations qui avait été signé en 2016, qui doit s'appliquer. Il y a aussi une revalorisation du point d'indice qui doit se faire. Et puis, il y a un point très particulier. Le président, il a dit qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat pour tous les travailleurs, publics comme privés. Maintenant, il dit que ce sera que pour le privé et le public, ce sera juste une compensation, on ne sait pas comment. Eh bien non, il faut qu'il y ait à cette augmentation de la CSG également un gain de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires. Alors vous n'êtes pas content, on l'entend Laurent Berger, mais est-ce que c'est pas la limite de votre méthode ? Parce qu'on peut se dire, la CFDT, il lui arrive de râler, mais comme elle se mobilise pas, comme elle n'appelle pas à manifester, enfin sauf pour les fonctionnaires mardi, elle pèse pas, elle n'instaure pas de rapport de force. Mais parce que la vision qui est celle du syndicalisme, c'est que la mobilisation égale manifestation. La mobilisation, c'est tous les jours dans les entreprises. J'étais hier dans une section syndicale. Ça pèse pas sur les choix du gouvernement, ça ? Ça pèse sur le quotidien des salariés, c'est plus important encore. Et puis sur le reste, nous avons pesé tout l'été. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous avons pesé pour que le gouvernement ne franchisse pas un certain nombre de lignes jaunes. Donc la mobilisation, c'est une option pour la CFDT, y compris dans la rue, mais c'est aussi peser dans les décrets, peser dans les discussions, et puis se mobiliser par différentes manières s'il y a besoin. Je vais lui remettre aujourd'hui un appel qu'on appelle l'appel des 10 000, que nos militants d'entreprise ont signé, qui est un appel à davantage faire de place à la démocratie sociale. Au président de la République, donc tout à l'heure. Alors, nouveau chantier de réforme aujourd'hui, mais même méthode, ça démarre par un tête-à-tête avec le chef de l'État et des concertations bilatérales, pas de négociation avec les autres partenaires, pas de texte du gouvernement qui vous sera remis. C'est une bonne méthode ? Aujourd'hui, non. Pas de texte, évidemment. Moi, je crois que sur l'assurance chômage, par exemple, je demanderais qu'on commence par une réunion multilatérale. Ah oui. Je sais pas si... Avec les autres syndicats. Oui, parce que sur l'assurance chômage, très clairement, on est dans un système qui est géré paritairement par les organisations syndicales, les organisations patronales. C'est normal qu'on pose des diagnostics ensemble. Donc on va voir si je serai entendu. Et le paritarisme, vous souhaitez que ça continue ? Vous craignez que ça se termine Non, je crois surtout que les partenaires sociaux, ils ont fait la preuve de leur responsabilité dans l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On a pris en compte, y compris les nouvelles situations liées à la précarité. Et donc, je ne voudrais pas qu'on balaye ça d'un revers de main en disant maintenant, l'État va prendre la main et tout va bien se passer. Non, c'est pas ça. Je veux qu'on garde un rôle dans la fixation des règles d'assurance chômage pour les demandeurs d'emploi. Alors, sur l'assurance chômage, il y a l'idée défendue par Emmanuel Macron pendant sa campagne d'ouvrir l'indemnisation aux indépendants et aux démissionnaires, ce qui pourrait coûter très très cher. Est-ce que sur le principe vous applaudissez ? Sur le principe, je suis d'accord pour qu'on garde. Quand on parle des indépendants, il faut être bien clair. On parle des salariés dits des plateformes, c'est-à-dire Deliveroo, Uber, etc. On ne parle pas des indépendants, médecins. Là-dessus, oui, il y a besoin. Mais du coup, il faut faire payer les plateformes pour qu'elles cotisent pour le droit à l'assurance chômage des personnes qu'elles font travailler. Pour les démissionnaires, l'idée elle est intéressante. Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'on fixe un peu des règles. Parce que si l'idée, c'est de plus de gens indemnisés,
mais les gens moins bien indemnisés au global, c'est-à-dire partager un peu une même somme, c'est pas possible. C'est-à-dire d'accord à condition qu'on ne baisse pas les prestations pour financer ces nouveaux droits, c'est ça? Moi j'ai entendu une chose pendant la campagne, c'est qu'il n'y aura pas de remise en cause des droits à l'indemnisation chômage, c'est-à-dire le niveau, mais aussi la durée d'indemnisation. Et je tiens à ça mordicus. Aujourd'hui, être bien indemnisé quand on est au chômage, c'est avoir la garantie de pouvoir retrouver un travail aussi plus facilement. Mais est-ce que vous craignez vous aussi un effet d'aubaine, c'est-à-dire des salariés qui décident de quitter leur emploi sur un coup de tête? Oui, ça peut sont indemnisés derrière. Ça peut arriver. Si on dit c'est ouvert à tout type de démission, évidemment, on peut avoir ces situations-là. Mais je ne crois pas qu'il faut d'abord prendre les choses comme ça. Il faut se dire quelle était la volonté. Le président, il faut qu'il nous dise quelle était la volonté quand il a dit tous les démissionnaires. Si c'est des gens qui, à un moment donné, changent dans leur parcours professionnel, oui, il faut pouvoir le faire. Si c'est un effet massif, on aura un problème comme on le sait. Ça devrait coûter une dizaine de milliards d'euros. Un régime déjà endetté de 30 milliards. Donc... Oui, alors endetté, il faut faire attention à se endetter. Il faut savoir que l'UNEDIC paye le fonctionnement aujourd'hui de Pôle emploi, et c'est pas un problème, mais que dans le projet de loi de finances qui est prévu, l'État se désengage de 50 millions de Pôle emploi. Alors on peut pas d'un côté nous dire on paiera moins à nous l'État, et puis du coup après on va vous dire vous ne gérez pas bien parce qu'il y a un déficit, alors qu'on paye le désinvestissement de l'État. Bon. Ça laisse quand même ouvert la question comment on finance telle mesure. Oui, mais comment on finance une promesse qui n'a pas été faite par nous, qui a été faite par le président de la République. Oui. Donc il faut pas. Donc c'est à lui de se débrouiller, d'accord. Non, mais en tout cas, il doit nous dire comment il voit les choses. Mais je le redis, ça ne peut pas être la baisse du droit des autres demandeurs d'emploi. Dans ce cas-là, c'est par l'impôt alors. Dans ce cas-là, c'est peut-être par le transfert qu'il a envisagé sur la CSG, mais c'est à lui de le dire. C'est à lui de le dire. Sur l'apprentissage, sur la formation, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous redoutez? Sur l'apprentissage, ça fait 2 ans qu'on a réglé tous les problèmes que les entreprises disaient insurmontables, c'est-à-dire en gros le financement de l'apprentissage, les aides aux entreprises sur l'apprentissage et les problèmes juridiques qui étaient posés sur le développement de l'apprentissage. Depuis, on n'a rien vu venir de la part des employeurs. Donc je crois qu'il y a une grosse responsabilité des entreprises et du patronat pour impulser une vraie politique de prise en charge de l'apprentissage. Le patronat dit que c'est son souhait le plus ardent de développer l'apprentissage. Mais, vous savez, j'ai vu aujourd'hui que le moral des patrons avait augmenté, très bien, mais ça n'a aucun effet sur l'emploi. Donc moi, le moral des patrons, je m'en fiche un peu. Il y a un effet retard là-dessus. Oui, on verra. Plus tard, mais ça fait très retard depuis le pacte de responsabilité, le CICE et un certain nombre de mesures. Donc sur l'apprentissage, il y a une responsabilité des entreprises. Après, il faudra mieux accompagner les apprentis aussi. La mobilité, le transport, etc. On va faire des propositions. Sur la formation, il faut la formation des demandeurs d'emploi. Là-dessus, le gouvernement s'est investi avec le plan d'investissement compétences. Mais il faudra aussi qu'on ait un vrai dispositif d'accompagnement des salariés dans leur parcours professionnel. Vous savez, il ne suffit pas d'avoir un droit pour en bénéficier. Il faut qu'on soit aidé et que les salariés les moins qualifiés soient aidés. C'est ce qu'on va proposer. Le gouvernement, les députés de la majorité relancent l'idée de la suppression des allocations familiales pour les plus aisés, c'est-à-dire la fin du principe d'universalité. Que dit la CFDT là-dessus ? Nous, on est attachés au principe d'universalité. Je crois qu'il faut, quand on veut, pour une raison simple, pas simplement pour les aides qui peuvent parfois paraître dérisoires au regard des revenus des uns et des autres, on est dans un système de solidarité, si vous voulez, des systèmes collectifs. On a décidé ensemble d'avoir des droits parce qu'on s'assure mutuellement. Et si on commence à mettre des brèches dans le fait que certains pourraient payer mais ne pas bénéficier de cette universalité ou de ces droits, eh bien, vous verrez qu'à un moment donné, ces mêmes personnes diront « moi, j'arrête de jouer ». Ça a été le cas sur le précédent quinquennat déjà. Il y a eu... Il n'y a pas eu mise fin à l'universalité. Non, mais on avait déjà, nous, alerté sur cela, mais il y a eu une baisse de droits. C'est autre chose. Qu'il y ait des droits différents selon les revenus, on peut l'entendre, mais qu'il n'y ait pas d'universalité, c'est autre chose. Merci Laurent Berger, numéro 1 de la CFDT, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 avant votre rendez-vous au Palais présidentiel. Merci à vous. Europe 1.